Chapitre 1, la vie parfaite. Marcus Brown ajustait sa montre tactique tout en inspectant la propriété de 12 hectares qu'il avait achetée dans les collines du Montana. La brume matinale s'accrochait au pin comme des fantômes, et le silence n'était rompu que par le cri lointain d'un faucon. Cette terre représentait tout ce pourquoi il s'était battu pendant ces 12 années comme opérateur de reconnaissance des marines, la paix, la sécurité et un endroit où construire quelque chose de durable avec sa femme. À 42 ans, Marcus affichait la confiance tranquille d'un homme qui avait vu le pire de l'humanité et y avait survécu. Son regard gris acier ne manquait de rien, une habitude ancrée dans d'innombrables missions en territoire hostile. Les cicatrices sur ses mains racontaient des histoires de combats rapprochés. Mais c'était son esprit qui le rendait véritablement dangereux, stratégique, patient et impitoyable envers ceux qui le trahissaient. Il avait rencontré Sabrina Stark lors d'un gala de charité pour les vétérans 5 ans auparavant. Elle avait alors 28 ans, une superbe brune aux yeux émeraudes et au sourire désarmant. Sabrina travaillait comme agent immobilier spécialisé dans les propriétés de luxe pour une clientèle fortunée. Elle l'avait abordé ce soir-là, se disant fascinée par son service militaire. 6 mois plus tard, ils étaient mariés. Sabrina semblait parfaite, soutenant sa transition vers la vie civile, enthousiaste à l'idée de leur déménagement dans le Montana et compréhensive lorsque son syndrome de stress post-traumatique, SSPT, refait surface. Elle l'avait aidé à créer son entreprise de conseil en sécurité privée, tirant parti de ses relations sociales pour attirer des clients fortunés. Leur mariage semblait être le rêve américain réalisé. Mais Marcus avait appris chez les Marines que les apparences pouvaient être trompeuses. La première faille dans leur façade parfaite était apparue 6 mois plus tôt. Sabrina avait commencé à travailler plus tard, prétextant que de nouveaux événements requéraient son attention. Son téléphone, autrefois laissé traîner à la maison, était désormais attaché en permanence à son poignet. Lorsque Marcus tentait d'initier une relation intime, elle percevait de l'épuisement ou du stress. Ces changements n'étaient pas spectaculaires, mais pour un homme formé à la surveillance et à l'évaluation des menaces, ils formaient une constante. Marcus avait d'abord écarté ses soupçons pour de la paranoïa, un combat fréquent chez les vétérans de combat qui s'adaptent à la vie civile. Mais la semaine précédente, son instinct s'était aiguisé lorsque Sabrina avait annoncé un voyage d'affaires imprévu à Seattle. Quelque chose dans sa voix, un léger tremblement à l'annonce de la destination, avait éveillé son esprit opérationnel. Ce soir-là, alors que Sabrina préparait ses bagages pour son voyage, Marcus avait activé les compétences qu'il avait maintenues en vie en Afghanistan et en Irak. Pendant qu'elle prenait sa douche, il photographiait soigneusement l'écran de son téléphone, mémorisant les appels et messages récents grâce aux techniques apprises auprès des services de renseignement militaire. Il avait glissé un traceur GPS discret dans son sac à main. Non pas pour espionner sa femme, mais parce que 13 ans de combat lui avaient appris qu'ignorer les signaux d'alerte pouvait être fatal. Le traceur n'avait jamais quitté la ville. Il avait passé 3 jours au Riverside Motel, à la périphérie de leur petite communauté du Montana. Marcus était passé en voiture le 2e jour et avait repéré la BMW blanche de Sabrina sur le parking. Son entraînement militaire l'avait empêché d'affronter la situation immédiatement. La collecte de renseignements précédait toujours l'action. Par la fenêtre du motel, il l'avait aperçu avec Denny Adams, un inspecteur de la police locale. Adams avait 35 ans, était divorcé, et était réputé pour ses tactiques agressives et ses ambitions politiques. L'homme avait abordé Marcus à 2 reprises lors d'événements communautaires, posant des questions pointues sur son service militaire et faisant des remarques subtiles sur la différence de vie que devaient avoir les vétérans des petites villes. Voir sa femme dans les bras d'un autre homme avait déclenché quelque chose de primordial chez Marcus. Non pas un chagrin d'amour, mais une rage froide et calculée. Chez les Marines, trahir un coéquipier signifiait la mort. Les règles de la vie civile étaient peut-être différentes, mais le code personnel de Marcus Brown restait inchangé. Toute trahison appelait des conséquences. Debout sur sa propriété, à l'aube sur les montagnes, Marcus ressentait le poids familier d'une mission imminente. Il avait passé la semaine précédente à surveiller, à documenter les habitudes d'Adam et à analyser les comportements de Sabrina. Le tableau des services de renseignement était clair. Ce n'était pas une liaison récente, mais une tromperie calculée qui courait depuis des mois. Son téléphone vibra, un SMS de Sabrina. Encore une séance tardive ce soir. Chérie, ne m'attends pas. Je t'aime. Marcus sourit d'un air sombre. Dans 6 heures, Sabrina devait retrouver Adams dans une cabane isolée appartenant au détective, à 24 km de la ville. Marcus avait découvert l'endroit grâce à une reconnaissance minutieuse.
Et ce soir, il comptait recueillir les derniers renseignements dont il avait besoin. En retournant vers la maison, Marcus ressentit le calme familier qui précédait l'action. Sa femme et son amant avaient commis une erreur critique. Ils avaient trahi un opérateur de reconnaissance des marines qui n'avait jamais oublié que pour survivre, il fallait éliminer les menaces avant qu'elles ne vous éliminent. La vie parfaite avait été un mensonge, mais Marcus Brown s'apprêtait à écrire une fin bien réelle. Chapitre 2. Recueillir des renseignements. Marcus passa la matinée à entretenir son équipement, à nettoyer ses armes à feu, à vérifier son matériel de surveillance et à examiner les images satellites de la propriété de Denny Adams. Son bureau à domicile, autrefois un simple bureau, s'était transformé en centre d'opérations tactiques au cours de la semaine écoulée. Cartes, photos et chronologies couvraient un mur, tandis que du matériel de communication sécurisé en recouvrait un autre. La routine des préparatifs lui apportait la paix. En territoire hostile, une planification minutieuse faisait toute la différence entre le succès d'une mission et la mise en sac mortuaire. Cette situation exigeait la même approche méthodique, malgré le contexte familial. À midi, Sabrina revint de ses rendez-vous matinaux. Les joues rouges et les cheveux légèrement démêlés. Elle embrassa Marcus sur la joue, son parfum empreint d'une odeur inconnue, l'eau de Cologne d'Adam, que Marcus avait répertoriée lors de sa surveillance. « Comment s'est passée la visite ?» demanda-t-il sans lever les yeux de son ordinateur portable. Provocatrice envers ses clients, elle répondit rapidement. « Ils veulent voir 3 autres propriétés ce soir. Je risque d'être très en retard. » Marcus hocha la tête, remarquant la légère expression de soulagement qui traversa son visage. Sabrina avait toujours été une piètre menteuse, mais sa pratique récente avait amélioré sa technique. Pas assez pour tromper un homme entraîné aux interrogatoires, mais suffisante pour les interactions sociales civiles. Après son départ pour ses prétendus rendez-vous de l'après-midi, Marcus mit en œuvre la deuxième phase de son opération de renseignement. Utilisant les compétences acquises dans le renseignement militaire, il accéda à l'empreinte numérique d'Adam grâce à des informations accessibles au public et à l'ingénierie sociale. Un appel téléphonique au commissariat, se faisant passer pour un contractant fédéral vérifiant un emploi pour une habilitation de sécurité, apporta des détails supplémentaires sur l'emploi du temps et les habitudes de l'inspecteur. Adams était ambitieux, corrompu et négligent, une combinaison dangereuse pour les forces de l'ordre. L'inspecteur avait fait l'objet de 2 enquêtes pour usage excessif de la force et une fois pour avoir accepté des pots de vin de commerçants locaux en quête d'un traitement de faveur. Chaque enquête avait été discrètement étouffée grâce à des connexions politiques, mais le schéma révélait un homme qui se croyait intouchable. À 16 heures, Marcus se posta à un poste d'observation surplombant la cabane d'Adam. La structure se trouvait dans une vallée entourée d'une forêt dense, accessible uniquement par un seul chemin de terre. C'était un lieu idéal pour des réunions clandestines, isolées, défendables et à l'abri des regards indiscrets. Adams avait bien choisi, mais il avait aussi créé une zone de mort parfaite. Grâce à des optiques puissantes, Marcus vit Adams arriver à 17h30, suivi 20 minutes plus tard par Sabrina. Leur étreinte dans l'embrasure de la porte confirma ce que Marcus savait déjà. Mais cette vision déclencha une fureur froide qui lui rappela des situations de combat où des ennemis avaient pris son unité pour cible. Pendant 2 heures, Marcus documenta leurs activités à travers les fenêtres de la cabine. Les renseignements ne portaient pas seulement sur l'infidélité. Il observa leur langage corporel, leur rythme et leur vigilance en matière de sécurité. Adams gardait son arme de service sur le comptoir de la cuisine, à portée de main, mais positionnée avec négligence. Sabrina semblait nerveuse, consultant fréquemment son téléphone et jetant des coups d'œil vers les fenêtres. Tous deux étaient tellement absorbés par leur passion qu'ils n'avaient pas remarqué les positions surélevées qui les entouraient. À la tombée de la nuit, Marcus s'apprêta à se retirer de son poste d'observation. Il avait recueilli suffisamment de renseignements pour la 3e phase de son opération. Mais alors qu'il rangeait son équipement, un éclat métallique dans la forêt attira son attention. Quelqu'un d'autre observait la cabine. Marcus se coucha immédiatement, profitant d'une couverture naturelle pour observer la nouvelle présence. Grâce à sa lunette, il identifia un second poste de surveillance à environ 300 mètres de là. L'occupant utilisait un équipement professionnel et maintenait une excellente technique de terrain. Ce n'était pas un autochtone curieux ni un conjoint jaloux. Pendant 30 minutes, Marcus étudia l'observateur inconnu. Son positionnement, son équipement et sa discipline suggéraient une formation militaire ou policière. Plus inquiétant encore, l'individu semblait se préparer à une action allant au-delà de la simple surveillance. À 21 heures,
alors qu'Adams et Sabrina s'apprêtaient à quitter la cabane, l'observateur inconnu commença à bouger. Marcus suivit l'approche de la silhouette grâce à l'imagerie thermique, notant ses mouvements tactiques et ce qui semblait être un fusil à silencieux. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une clarté terrifiante. Quelqu'un avait l'intention de tuer Marcus Brown ce soir, et il prévoyait de le faire alors qu'il était censé ignorer l'infidélité de sa femme. Le scénario parfait. Une veuve en deuil et son amant, un inspecteur de police, enquêtant sur la mort mystérieuse d'un vétéran souffrant de SSPT. Marcus afficha un sourire sombre dans l'obscurité. Sa femme et son amant avaient orchestré plus qu'une liaison. Ils avaient planifié son meurtre, mais ils avaient commis une erreur de jugement fatale. Marcus Brown n'était pas une victime attendant d'être éliminée. C'était un prédateur qui venait d'identifier sa proie. Alors que l'assassin prenait position, Marcus entama sa propre approche tactique. Le chasseur était devenu la proie, mais les rôles étaient sur le point de s'inverser. Cette soirée se terminerait dans le sang, mais ce ne serait pas le sien. La partie avait commencé, et Marcus comptait bien gagner. Chapitre 3. La balle du sniper. Le coup de feu retentit à 22h47, juste au moment où Marcus contournait sa grange. La balle siffla à côté de sa tête avec le craquement caractéristique d'une balle à haute vélocité, fracassant le cadre de la porte en bois où se trouvait son crâne quelques millisecondes plus tôt. Son entraînement de marine recon reprit instantanément le dessus. La mémoire musculaire de 100 situations de combat lui submergea. Marcus partit, roulant derrière un abreuvoir en béton lorsqu'un second coup de feu explosa sur le rebord métallique. Son esprit traita automatiquement les données balistiques. Munitions subsoniques, fusil à silencieux, portée d'environ 150 mètres selon le décalage sonore. Le tireur était positionné dans la forêt surplombant l'entrée nord de sa propriété. Dans l'obscurité, Marcus sourit froidement. L'assassin avait commis plusieurs erreurs critiques. D'abord, tirer depuis une position statique au lieu de bouger après le premier raté. Deuxièmement, utiliser des munitions subsoniques sacrifiant la puissance d'arrêt à la furtivité, un compromis fatal lorsqu'on cible un blessé entraîné. Troisièmement, supposant que Marcus réagirait comme un civil plutôt que comme un vétéran du combat, se déplaçant avec la précision fluide d'un entraînement aux opérations spéciales, Marcus rampa lentement vers son atelier, utilisant les caractéristiques du terrain pour masquer ses mouvements. Le bâtiment contenait son équipement opérationnel, ses armes, son matériel de communication et son équipement de vision nocturne qui allait faire basculer l'avantage tactique en sa faveur. L'assassin tira 2 fois de plus, manquant chaque coup, Marcus anticipant les calculs préliminaires du tireur. L'individu, quel qu'il soit, avait suivi une formation de tireur d'élite, mais manquait d'expérience au combat pour s'adapter lorsque la situation se dégrada. Marcus atteignit son atelier et se glissa à l'intérieur par une entrée dissimulée qu'il avait aménagée pendant les travaux. En 60 secondes. Il s'était équipé d'une carabine M4 avec silencieux et d'un équipement de vision nocturne de 3e génération. Le poids familier de son équipement de combat le transforma de victime potentielle en prédateur au sommet de la pyramide. À travers l'écran teinté de vert, il pouvait voir le flash du fusil de l'assassin, une erreur fatale qui révéla la position exacte du tireur. Marcus sortit par la porte arrière de l'atelier et entama une approche tactique qui aurait impressionné ses anciens commandants d'unité. Utilisant les ombres et le terrain, il décrivit un large arc de cercle qui le mena derrière la position de l'assassin. Le tireur était entièrement concentré sur la zone où Marcus avait disparu, sans imaginer que sa cible le traquait désormais. À 50 mètres, Marcus voyait clairement l'assassin grâce à ses lunettes. Il s'agissait d'un homme d'une trentaine d'années, portant une tenue tactique et un équipement professionnel. Plus important encore, il était complètement concentré sur la mauvaise zone, s'attendant à ce que Marcus surgisse de sa couverture comme un civil paniqué. Marcus se rapprocha à 20 mètres avant de parler. Lâchant son arme, l'assassin se tourna vers la voie, son fusil pointant dans sa direction. Ce fut la dernière erreur qu'il commettrait. Marcus tira 2 fois, des tirs précis au centre de la masse qui abattirent l'homme instantanément. Les munitions silencieuses ne firent pas plus de bruit qu'un pistolet pneumatique, et la menace fut neutralisée avant qu'il ne puisse crier. Se dirigeant rapidement vers le corps, Marcus procéda à une fouille tactique. L'assassin ne portait aucune pièce d'identité, mais son équipement racontait une histoire. Le fusil était un Remington 7 Sense avec des optiques haut de gamme, coûteux, mais non militaires. L'équipement était de qualité professionnelle, mais acheté dans le commerce plutôt que dans un surplus militaire. Il s'agissait d'un tueur à gages, pas d'un agent militaire.
Marcus trouva le téléphone de l'homme et parcourut rapidement les messages récents. Son sang se glaça en lisant le fil de conversation. Cible acquise. Tir immédiat. Bien reçu. Assurez-vous que cela ressemble à un vol qui a mal tourné. Compris. Nous allons mettre en scène la scène après que le dernier message envoyé quelques minutes avant l'attaque ait fait serrer la mâchoire de Marcus. Colis livré. Direction le point d'extraction. Mais un autre message a été envoyé après le début de la fusillade. Plan compromis. Cible armée et dangereuse. Besoin de renforts immédiats. Et la réponse confirma les plus sombres soupçons de Marcus. Négatif. Abandonnez la mission et éliminez toute trace. L'accord est nul. La liste de contacts du téléphone ne contenait que 2 numéros, l'un étiqueté, contrôle, et l'autre simplement marqué, S. Marcus n'avait pas besoin de formation en renseignement pour décoder cette seconde entrée. Il photographia rapidement les messages avant d'examiner le corps de l'assassin à la recherche d'informations supplémentaires. Caché dans une poche secrète, il trouva une épaisse enveloppe contenant $20 000 en liquide et un bref mot. Moitié maintenant, moitié après confirmation. Nettoyez-le. L'écriture était indéniablement féminine et familière. Marcus ressentit la rage froide qu'il avait soutenue lors des pires missions de combat. Sa femme ne l'avait pas seulement trompé, elle avait planifié son meurtre. La liaison avec Adams faisait probablement partie du piège, faisant du détective le petit ami endeuillé qui enquêterait sur la mort tragique de Marcus et veillerait à ce que l'affaire reste non résolue. Il s'empressa de mettre en scène la scène. Utilisant l'arme de l'assassin, il lui transperça la tête d'une balle pour confirmer l'histoire qu'il allait raconter. Puis il traîna le corps dans une position qui corroborait son récit. Marcus sortit son téléphone et composa un SMS à sa femme. Cible abattue. Rendez-vous à la maison pour payer. La réponse arriva quelques minutes plus tard. J'arrive, c'est fait? Marcus sourit sombrement en répondant. Venez voir par vous-même. 30 minutes plus tard, les phares s'approchaient de sa propriété. Grâce à son équipement de vision nocturne, Marcus vit la BMW de Sabrina s'engager dans l'allée, suivie de près par la voiture de police banalisée de Denny Adams. Sa femme et son amant venaient confirmer sa mort et probablement fabriquer des preuves pour étayer leur histoire. Au lieu de cela, ils tombaient dans un piège tendu par un homme qui avait passé 13 ans à apprendre à tuer ceux qui menaçaient les intérêts américains. Ce soir-là, ils découvriraient que Marcus Brown les considérait comme des combattants ennemis opérant sur son territoire souverain. En les regardant approcher de sa porte d'entrée, Marcus ressentit le calme familier qui précède le combat rapproché. Les paramètres de la mission étaient clairs, éliminer les menaces qui avaient trahi sa confiance et tenter de lui mettre fin à ses jours. Leur nuit allait se terminer dans des housses mortuaires, comme il l'avait promis. Mais d'abord, il voulait qu'ils comprennent à quel point ils avaient sous-estimé leur cible. La traque allait tourner à l'exécution. Chapitre 4. L'enquête. Marcus observa, caché, Sabrina et Adams s'approchaient de la maison avec une anxiété évidente. Grâce à l'imagerie thermique, il pouvait voir leur rythme cardiaque élevé et leurs mouvements nerveux. Il s'attendait à trouver son corps, et non une maison vide, toutes lumières éteintes. Marcus, appela Sabrina d'une voix faussement inquiète. Chérie, ça va? J'ai bien reçu ton SMS pour des ennuis. Adams avait la main sur son arme de service, scrutant l'obscurité avec la lampe torche inadaptée de son arme. Le positionnement tactique du détective révélait un entraînement au combat minimal. Il se déplaçait comme quelqu'un qui aurait appris des simulations à l'académie de police plutôt que par expérience réelle. Marcus resta immobile avec le recul, recueillant des renseignements sur leur opération. Grâce à un équipement audio sensible, il enregistra leur conversation alors qu'ils approchaient de la porte d'entrée. Il y a un problème, murmura Adams. Le tireur avait confirmé la cible 1 heure auparavant. Marcus est peut-être à l'intérieur, répondit Sabrina, mais son ton laissait entendre qu'elle espérait le contraire. Le SMS disait de se retrouver ici pour le paiement. Ce n'était pas prévu, dit Adams sèchement. Le paiement était censé avoir lieu au point de contrôle secondaire après confirmation. Pourquoi changerait-il de plan? Marcus sourit froidement. Il discutait de son meurtre avec l'efficacité désinvolte d'une commande à emporter. Tout doute subsistant sur leurs intentions s'évanouit tandis qu'il les écoutait coordonner la logistique du retrait de sa police d'assurance vie. Allons vérifier la grange, suggéra Sabrina. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose et que Marcus a riposté.
Alors qu'il se dirigeait vers la dépendance où la fusillade présumée avait eu lieu, Marcus activa la phase 2 de son opération de renseignement. Grâce à du matériel acquis pendant son service au gouvernement, il infiltra les communications personnelles d'Adams et commença à télécharger la correspondance numérique des enquêteurs. Les informations étaient accablantes, dépassant les espérances de Marcus. Adams planifiait cette opération depuis 8 mois, enquêtant minutieusement sur le passé militaire de Marcus et en identifiant ses vulnérabilités potentielles. L'enquêteur avait spécifiquement recruté Sabrina grâce à ses relations dans l'immobilier, la ciblant en raison de son accès aux informations financières et au quotidien de Marcus. Mais le complot allait plus loin qu'un simple meurtre pour de l'argent. Adams subissait la pression des enquêteurs du FBI qui enquêtaient sur ses activités de corruption. L'inspecteur avait besoin d'une somme conséquente pour disparaître avant que des accusations fédérales ne soient portées, et l'assurance vie de Marcus offrait la solution idéale. L'héritage de Sabrina serait partagé équitablement, ce qui donnerait aux deux conspirateurs suffisamment d'argent pour commencer une nouvelle vie dans des pays non extraditionnels. Plus troublant encore était la preuve qu'il ne s'agissait pas de leur première collaboration. Adams et Sabrina ciblaient systématiquement des hommes âgés et fortunés depuis 3 ans. 2 de leurs précédents maris étaient morts dans des accidents suspects sur lesquels Adams avait enquêté personnellement, veillant à ce que les affaires restent non résolues. Marcus devait être leur dernier butin avant leur déménagement international. Alors que Marcus traitait ces informations, il entendit Sabrina crier depuis l'intérieur de la grange. Ils découvrirent le corps de l'assassin, mis en scène pour donner l'impression que Marcus avait tué son agresseur avant de succomber à ses propres blessures. Mais le corps de Marcus était remarquablement absent, créant un problème qu'aucun des 2 conspirateurs n'avait anticipé. « Où est-il donc » grogna Adam, sa voix résonnant clairement dans l'air nocturne. Le tireur confirma le meurtre. Marcus devrait être là. Peut-être s'est-il échappé blessé, suggéra Sabrina, mais son ton trahissait une panique grandissante. Nous devons le retrouver avant qu'il ne se vide de son sang et n'appelle à l'aide. Non, dit Adam d'un ton sombre. Si Marcus a survécu à l'attaque initiale, il n'est pas blessé. Il nous traque. Nous devons partir d'ici immédiatement. Marcus était impressionné malgré lui. L'inspecteur avait enfin fait preuve d'intelligence tactique, reconnaissant qu'un opérateur de reconnaissance des marines blessés était infiniment plus dangereux qu'un mort. Malheureusement pour Adams, cette prise de conscience était arrivée plusieurs heures trop tard pour sauver l'un ou l'autre des conspirateurs. Alors qu'ils regagnaient précipitamment leur véhicule, Marcus passa à la phase suivante de son opération. À l'aide de brouilleurs de qualité commerciale, il coupa leur communication téléphonique et activa un dispositif de falsification GPS qui perturberait leur système de navigation. La propriété était désormais isolée électroniquement, empêchant toute communication extérieure tout en masquant sa position exacte de toute localisation numérique. « Mon téléphone est mort », dit Sabrina, la panique montant dans sa voix. Plus aucun signal. « Le mien aussi », confirma Adams. « Il nous brouille. Marcus sait que nous sommes là et il contrôle l'environnement tactique. Ils ont atteint leur voiture, mais les 2 véhicules n'ont pas démarré. Marcus avait coupé leur moteur lors de leur inspection de la grange, utilisant les compétences acquises lors de la formation à l'interdiction des véhicules. Les conspirateurs étaient désormais piégés sur sa propriété, isolés de tout et confrontés à un adversaire qui connaissait le terrain par cœur. « On sort », déclara Adams en dégainant son arme de service. « Restez prêts et surveillez les mouvements. Marcus est entraîné, mais il est en infériorité numérique, et nous avons l'avantage. » Ces paroles furent interrompues par le bruit distinctif d'une culasse de fusil tournant à proximité. Marcus s'était positionné de manière à créer une pression psychologique maximale, leur permettant de l'entendre sans révéler sa position. L'avantage de quoi, inspecteur ? La voix de Marcus résonnait de plusieurs directions, amplifiée par les haut-parleurs qu'il avait placés autour de la propriété au cours des semaines précédentes. Une supériorité numérique, un meilleur entraînement, une connaissance du terrain. Adam tournoyait en rond pour tenter d'identifier la source de la voix tandis que Sabrina se collait contre la BMW, terrorisée. « Marcus, s'il vous plaît », cria-t-elle. « Je peux tout vous expliquer. Ce n'est pas ce qu'il paraît. » « Tu as raison, Sabrina, » répondit Marcus, sa voix venant maintenant d'une autre direction. « C'est bien pire qu'il n'y paraît. Tu n'as pas seulement trahi notre mariage. Tu as tenté de me faire assassiner. Cela fait de vous des combattants ennemis opérant sur le sol américain. » La guerre psychologique produisait son effet escompté. Adams transpirait abondamment malgré l'air frais de la montagne, et Sabrina semblait au bord de l'effondrement.
Mais Marcus n'avait pas fini de recueillir des renseignements. Il devait connaître l'ampleur de leur opération et identifier d'autres menaces. Combien d'autres sont au courant pour ce soir, demanda-t-il, sa voix semblant maintenant provenir d'au-dessus d'eux. Personne, dit Adam rapidement. C'était entre nous et l'entrepreneur. Menteur, répondit froidement Marcus. L'enquête du FBI sur tes activités suggère le contraire. Qui d'autre était censé profiter de ma mort? Le silence qui suivit confirma les soupçons de Marcus. Cette conspiration impliquait d'autres acteurs qu'il fallait identifier et neutraliser. Sa mission s'était étendue au-delà de la simple vengeance personnelle pour inclure la protection des intérêts de sécurité nationale. La traque allait continuer, mais il lui fallait d'abord extraire tous les renseignements de ses prisonniers. Et ils étaient prisonniers, malgré leur liberté et leur aisance. Marcus contrôlait chaque aspect de leur environnement, rendant toute évasion impossible tout en conservant une supériorité tactique absolue. L'interrogatoire allait commencer. Chapitre 5. Pose du piège. Marcus observait ses conspirateurs piégés depuis plusieurs points de vue grâce au vaste réseau de surveillance qu'il avait établi autour de sa propriété. Les caméras de vision nocturne assuraient une couverture complète, tandis que des détecteurs de mouvement suivaient leurs déplacements en temps réel. Adams et Sabrina se rassemblaient près de leur véhicule en panne, chuchotant frénétiquement à propos d'options de fuite. Inexistantes. Nous devons rejoindre la route principale, dit Adams en scrutant l'obscurité qui les entourait. Il n'y a que 2 mètres à travers la forêt. On pourra appeler des renforts dès qu'on aura le service. Je ne vais pas me promener dans ces bois la nuit, répondit Sabrina d'une voix tremblante. Marcus connaît parfaitement cette propriété. Il nous éliminera avant même qu'on ait fait 100 mètres. Marcus sourit sombrement à son analyse tactique. Sabrina faisait enfin preuve de l'intelligence qu'il avait initialement attirée, mais sa perspicacité était arrivée trop tard pour lui sauver la vie. Pourtant, il avait besoin qu'il tente de s'échapper. Ce serait l'occasion idéale de démontrer sa maîtrise totale de la situation. Grâce à son réseau de communication, Marcus activa des haut-parleurs positionnés le long du sentier forestier menant à la route principale. Le bruit des véhicules qui approchaient résonna à travers les arbres, suggérant que des secours étaient en route. Les 2 conspirateurs se dirigèrent immédiatement vers le bruit, abandonnant leur position défensive près des voitures. Ce doit être l'équipe de renfort, dit Adam avec soulagement. Ils ont dû s'inquiéter de notre absence de rapport. Marcus suivait leur progression grâce à l'imagerie thermique tandis qu'ils avançaient péniblement dans la forêt, suivant les faux signaux audio qu'ils diffusaient. Tous les 2 ou 3 jours. Au bout de 20 minutes, il ajusta la position du son, les entraînant plus profondément dans les bois, les éloignant de toute véritable issue de secours. 20 minutes après le début de leur périple, Marcus déclencha la première démonstration de sa supériorité. Utilisant des grenades pyrotechniques télécommandées, il fit exploser une série de grenades assourdissantes autour d'eux. La lumière aveuglante et le bruit assourdissant firent plonger les 2 conspirateurs à couvert tandis que Marcus se déplaçait vers un nouveau poste d'observation. Coup de semonce. Sa voix amplifiée résonna dans la forêt. Vous êtes parqués comme du bétail, et vous ne vous en rendez même pas compte. Chacun de vos pas est exactement là où je veux que vous alliez. Il se moque de nous, grogna Adam, essayant de garder son sang-froid. C'est de la guerre psychologique. Continuez à avancer vers la route. Mais alors qu'ils poursuivaient leur tentative d'évasion, Marcus révéla la véritable ampleur de ses préparatifs. Des lumières activées par le mouvement commencèrent à s'allumer autour d'eux, créant un chemin qui ne menait pas à la route principale, mais plus profondément dans sa propriété. Confus et désorientés, ils suivirent les lumières comme des papillons de nuit attirés par les flammes. « Où sommes-nous » demanda Sabrina. La panique transparaissait dans sa voix. Ce n'est pas le chemin qui mène à la route. On tourne en rond. Marcus les avait conduits jusqu'à une clairière au centre de sa propriété, un amphithéâtre naturel entouré de positions surélevées offrant des champs de tir parfaits. Des années auparavant, il avait choisi cet endroit pour des exercices tactiques, sans jamais imaginer l'utiliser pour une opération réelle. « Bienvenue sur le champ de bataille », annonça Marcus. Sa voix provenait maintenant de plusieurs directions simultanément. C'est ici que des opérateurs entraînés éliminent plusieurs cibles dans des environnements contrôlés. Vous êtes aux premières loges pour la démonstration de ce soir. Des projecteurs illuminaient soudain la clairière, aveuglant temporairement Adams et Sabrina tout en révélant leur totale vulnérabilité. Ils se tenaient au centre d'une zone dégagée, sans abri, entourés de positions surélevées pouvant dissimuler plusieurs tireurs.
Marcus, arrête cette folie. Hurla Sabrina. Tu parles comme un terroriste. On peut trouver une solution. Personne ne doit mourir ce soir. 2 personnes sont déjà mortes, répondit froidement Marcus. L'assassin que tu as engagé est le Marcus Brown qui te faisait confiance. Il ne reste plus qu'un vétéran de combat éliminant des combattants ennemis qui menaçaient la vie des Américains. Adams scrutait la forêt pour identifier la position de Marcus. La formation des détectives était inadéquate pour cette situation, mais son instinct de survie fonctionnait. Il ne va pas nous tuer ici, dit Adams à Sabrina. Trop de preuves, trop de témoins. C'est de l'intimidation. Marcus rit, le son résonnant étrangement dans les haut-parleurs. Des preuves, inspecteur, vous vous trouvez sur ma propriété en pleine nuit après avoir tenté de m'assassiner. Votre propre service de police conclura que vous étiez impliqué dans une activité criminelle qui a entraîné votre mort. Quant aux témoins, il marqua une pause dramatique avant de poursuivre. Qui, à votre avis, sera témoin de quoi que ce soit? Vos contacts du FBI qui enquêtent sur votre corruption, le tueur à gages gisant mort dans ma grange, ou peut-être les autres victimes que vous avez assassinées ces 3 dernières années. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus avait révélé qu'il était au courant de leurs crimes précédents, laissant clairement entendre que de simples explications ne régleraient pas leur situation. Qu'en savez-vous? Demanda Adams à voix basse. Tout, répondit Marcus. Des relevés bancaires indiquant des dépôts inhabituels après le décès de votre précédent mari. Des journaux de communication entre vous et Sabrina remontant à 3 ans. Des preuves de votre enquête du FBI et de la pression qui vous a poussé à me cibler spécifiquement. Sabrina s'effondra à genoux, comprenant enfin le désespoir de leur situation. Marcus, s'il vous plaît. J'ai fait une erreur. Je me suis impliqué dans quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Vous me connaissez. Je ne suis pas une tueuse. Vous avez raison. Marcus acquiesça. Vous n'êtes pas une tueuse. Vous êtes pire encore, une prédatrice qui utilise l'intimité comme une arme. Au moins, les soldats tuent leurs ennemis. Vous assassinez ceux qui vous aiment. La pression psychologique produisait l'effet escompté. Mais Marcus n'en avait pas fini. Il avait besoin d'aveux complets documentant leurs crimes. Des preuves enregistrées qui justifieraient ce qui s'est passé ce soir et le protégeraient de futures conséquences juridiques. Voici comment cela fonctionne, annonça-t-il. Vous allez me révéler tout sur votre opération, nom, date, méthode et arrangement financier. En échange, j'envisagerai de vous laisser vivre assez longtemps pour que vous puissiez être traduit en justice par les voies légales. Et si nous refusons? Adams demanda, bien que son ton suggérait qu'il connaissait déjà la réponse. Vous comprendrez alors pourquoi les opérateurs de reconnaissance des marines sont formés pour extraire des informations des sujets récalcitrants. Marcus répondit, j'ai toute la nuit, et cette propriété est complètement isolée. Personne ne vous entendra crier. L'interrogatoire était sur le point de commencer, et Marcus avait l'intention de rassembler chaque élément d'intelligence qu'il possédait. À l'aube, il connaîtrait toute la portée de leur entreprise criminelle et pourrait identifier les menaces restantes. Mais d'abord, il voulait qu'ils comprennent exactement à quel point ils avaient sous-estimé leur cible. Le leçon serait brute, brutale et finale. Chapitre 6. Précision silencieuse d'un prédateur revendiquant son territoire. Outmain est complètement surclassé. Enregistreur, garantissant que leur confession serait préservée. Commencez par le nombre de personnes que vous avez assassinées et progressez jusqu'à l'opération de ce soir. Pendant l'heure suivante, Marcus a extrait une image complète de l'intelligence de leur entreprise criminelle. La portée était stupéfiante. Cet homme ont assassiné plus de 3 ans. Chacun soigneusement sélectionné pour sa richesse et ses situations sociales isolées. Sabrina séduirait les cibles tandis qu'Adams a mené des enquêtes en arrière-plan pour s'assurer que leur décès ne déclencherait pas un examen minutieux de la police. Les paiements d'assurance totalisaient à eux seuls plus de 4 millions de dollars, a admis Adams, la sueur dégoulinant malgré l'alpiniste cool. Nous avons tout divisé également et utilisons l'argent pour financer la prochaine opération. Et l'enquête du FBI, a invité Marcus, il se rapprochait de mes irrégularités financières, a déclaré Adams. J'avais besoin d'un score final pour disparaître en permanence. Votre police militaire de retraite et d'assurance vie a fait de vous la cible parfaite. Marcus a ressenti le bâtiment de Rajeb Cold alors qu'il décrivait leur approche méthodique du meurtre. Ce ne sont pas des crimes de passion ou de désespoir.
Ce sont des décisions commerciales calculées prises par des prédateurs qui considéraient la vie humaine comme des marchandises. Qui d'autre connaît votre opération, a-t-il demandé. Sabrina et Adams ont échangé des regards avant qu'Adams ne parlât. Mon frère Kirk Ballard a aidé à la sélection cible initiale. Il travaille pour une compagnie d'assurance et a identifié les riches titulaires de politique dans des endroits isolés. Où est-il maintenant? Seattle, a déclaré Sabrina rapidement. Il ne connaît pas l'opération de ce soir. Nous l'avons gardé compartimenté pour des raisons de sécurité. Marcus a pris des notes mentales de cibles supplémentaires nécessitant une neutralisation. Kirk Ballard a représenté un lâche et qui pourrait exposer toute l'opération s'il est laissé en vie. La mission s'est développée, mais Marcus avait des ressources et des compétences suffisantes pour des éliminations multiples. Parlez-moi de l'assassin, a-t-il poursuivi. Entrepreneur professionnel de Portland, a répondu Adams. Nous l'avons embauché à travers des communications cryptées et payé une crypto-monnaie introuvable. Il était censé donner l'impression qu'un vol a mal tourné. Son nom, Johnny Petty, ex-militaire comme vous, mais il a été déshonorablement libéré pour des crimes de guerre en Irak. Il travaille comme tueur embauché depuis 5 ans. Marcus a déposé ces informations pour référence future. Si Petty avait des contacts pénaux, il pourrait représenter des menaces supplémentaires nécessitant une élimination. Le réseau de complot était plus grand que le soupçon initial. Comment avez-vous prévu d'expliquer ma mort aux enquêteurs? Sabrina a répondu avec une affaire inquiétante de la précision des faits. Vous avez agi paranoïaque ces derniers temps, vérifiant les systèmes de sécurité de manière obsessionnelle et mentionnant les menaces de votre service militaire. Nous avons planté des preuves d'épisodes du SSPT et nous sommes assurés que les voisins remarquaient votre comportement de plus en plus erratique. Le récit était parfait, a ajouté Adams. Le vétéran dérangé tue aux mains Vadé mais décède de ses blessures. J'aurais personnellement enquêté sur l'affaire et je me suis assuré qu'il a été fermé rapidement avec un examen minutieux. Marcus s'est rendu compte à quel point ils avaient planifié sa destruction, et non satisfaits de le tuer. Ils avaient l'intention de détruire postuellement sa réputation et son héritage. La cruauté psychologique de leur programme a dépassé même ses pires attentes. D'autres associés? Non, dit fermement Adam. Nous avons maintenu l'opération limitée au personnel essentiel uniquement. Sabrina, moi-même, mon frère et les entrepreneurs embauchés. C'est ça. Marcus a étudié leur langage corporel à travers son équipement de vision nocturne. Les deux semblaient dire la vérité, mais il avait appris au combat que les ennemis cachaient souvent des informations critiques jusqu'au dernier moment. Une vérification supplémentaire serait nécessaire. Excellent, a-t-il dit avec une satisfaction au froid. Vous avez fourni des renseignements précieux sur votre entreprise criminelle. Malheureusement pour vous, ces informations confirment également que vous êtes tous les deux coupables de multiples meurtres prémédités. Marcus, nous pouvons le faire correctement. Sabrina a plaidé désespérément. Nous retournerons tout l'argent. Nous avouerons aux autorités. Personne d'autre ne doit mourir. Vous avez raison. Marcus a accepté. Personne d'autre innocent ne doit mourir. Mais vous n'êtes pas innocent. Vos combattants ennemis qui ont déclaré la guerre aux citoyens américains. Les règles d'engagement militaire s'appliquent. Adams a fait un dernier jeu désespéré pour sa vie. Vous ne pouvez pas simplement nous exécuter. Vous n'êtes pas dans une zone de combat. C'est un meurtre et vous passerez le reste de votre vie en prison. Marcus sourit cynisme. Détective, vous n'avez pas le pouvoir de négocier ou de menacer. Vous êtes prisonnier de guerre détenu par un marine qui a déjà été déclaré mort par votre propre opération. Officiellement, je n'existe pas pour effectuer des exécutions. La réalisation de leur impuissance s'est installée sur les deux conspirateurs comme un linceul de mort. Ils se piégeraient à travers leur propre tromperie, créant les circonstances parfaites pour leur élimination. De plus, Marcus a poursuivi, je ne vais pas vous exécuter. Ce serait trop rapide et miséricordieux pour ce que vous avez fait. Il a fait un geste vers le train où des chiffres supplémentaires ont émergé avec des armes et des équipements militaires. J'aimerais que vous rencontriez de vieux amis de mon unité. Ils sont très intéressés à discuter de vos crimes contre les anciens combattants américains. Sabrina a crié en reconnaissant l'implication. Marcus n'avait pas opéré seul. Il avait réuni une équipe de vétérans de combat qui partageaient ses opinions sur la justice pour ceux qui ont trahi leurs frères en armes. L'interrogatoire était terminé, mais la phase de punition ne faisait que commencer, et Marcus voulait qu'il dure jusqu'à l'aube.
Chapitre 7. L'équipe se rassemble. Les chiffres émergents des arbres se sont déplacés avec la précision coordonnée d'une unité militaire effectuant une opération prévue. Marcus a compté 8 hommes, d'anciens coéquipiers de ses jours de reconnaissance marine qui avaient répondu à son appel à l'aide. Chacun a transporté des équipements professionnels et a montré la confiance tranquille des opérateurs qui avaient survécu à plusieurs déploiements de combat. Le sergent-major Warren Lambert, l'ancien commandant de l'unité de Marcus est la chose la plus proche d'une figure paternelle, il avait connu dans le cœur. À 55 ans, Lambert est resté en état de combat, ses cheveux argentés et son visage altéré portant l'autorité de 3 décennies en opération spéciale. Monsieur, Marcus a reconnu officiellement. Merci d'avoir répondu. Marcus, a répondu Lambert, sa voix portant la gravité d'innombrables décisions sur le champ de bataille. Vous avez dit que ces gens avaient assassiné des anciens combattants. Nous ne laissons pas cela rester impuni. Derrière Lambert se tenait le sergent d'artillerie Rex Chan, un spécialiste des armes dont l'expertise avec des explosifs avait sauvé leur unité plusieurs fois en Afghanistan. À côté de lui, le caporal Isaac Adams, sans relation avec le détective, a été expert en communication et spécialiste de la guerre électronique. Les membres de l'équipe restant représentaient le cœur de l'ancienne équipe de Marcus. Des tireurs d'élite, des médecins, des analystes du renseignement et des spécialistes des voies de fait qui avaient appris à fonctionner comme un organisme unique lors de leur déploiement à l'étranger. Ces hommes avaient partagé des trous de renard et sauvé la vie de l'autre dans des endroits que la plupart des Américains ne pouvaient pas prononcer. Jésus-Christ, Denny Adams a chuchoté, reconnaissant la situation tactique qui avait considérablement changé. Vous avez tout un putain de peloton ici. Pas un peloton, Lambert a corrigé froidement. Un tribunal. Nous sommes ici pour rendre un jugement sur les ennemis qui ont attaqué nos frères. Sabrina regarda entre les hommes armés qui l'entourent, comprenant enfin que son charme et ses tactiques de manipulation étaient inutiles contre les opérateurs qui avaient fait face à de vrais ennemis dans un combat réel. C'est illégal. Vous ne pouvez pas simplement former un groupe de vigilance. Et madame, Rexchamp interrompit poliment. Nous ne sommes pas vigilants. Nous sommes des vétérans de combat exerçant notre devoir de protéger les citoyens américains contre les ennemis domestiques. La Constitution que nous avons juré de défendre comprend des dispositions pour traiter avec les commerçants. Isaac Adams a activé un équipement de brouillage électronique qui empêcherait toute communication extérieure tout en masquant leurs activités de la surveillance des satellites. La zone est maintenant sûre électroniquement, a-t-il rapporté. Pas d'observation extérieure ou d'interférence possible. Marcus a ressenti le confort familier de fonctionner avec son ancienne équipe. Ces hommes ont compris la loyauté, le sacrifice et la nécessité absolue d'éliminer les menaces pour les Américains innocents. Contrairement aux forces de l'ordre civil, ils n'avaient aucune contrainte bureaucratique ni considération politique limitant leur efficacité. Quelle est l'image de l'intelligence ? Demanda Lambert, acceptant l'enregistreur numérique contenant Adams et Sabrina's confession. Sait-on confirmer des meurtres sur 3 ans ? Marcus a signalé de multiples accusations de complot, une corruption fédérale sur les forces de l'ordre et une tentative de meurtre d'un marine des États-Unis. Les suspects supplémentaires incluent le détective Adams Broder à Seattle et potentiellement d'autres associés. Lambert hocha la tête Grinder. Règle d'engagement. Réponse du spectre complet autorisé, a répondu Marcus, en utilisant une terminologie militaire qui portait un sens spécifique chez le personnel des opérations spéciales. Les combattants ennemis ont perdu des protections juridiques à travers leurs actions contre les citoyens américains. L'échange formel a établi une autorité de commandement claire et des paramètres opérationnels. Lambert, en tant que senior enrôlé, superviserait le tribunal tandis que Marcus a conservé le commandement tactique en tant que principale partie blessée. Les autres membres de l'équipe serviraient à la fois en tant que jury et équipe d'exécution. Denny Adams Lambert a annoncé officiellement, vous êtes accusé de multiples chefs de meurtre, de complot en vue de commettre un meurtre, de corruption de l'application des lois fédérales et de trahison contre les États-Unis d'Amérique. Comment répondez-vous à ces accusations ? Ce n'est pas une vraie cour, a protesté Adams. Vous n'avez pas non plus d'autorité légale. Les tribunaux militaires opèrent sous une autorité différente de celle des tribunaux civils, a expliqué Rexchamp. Nous ne sommes pas liés par les mêmes exigences procédurales lorsque nous traitons des combattants ennemis sur le sol américain. Sabrina Brown Lambert a poursuivi. Vous êtes accusé de multiples chefs de meurtre, de complot en vue de commettre un meurtre, une fraude et une sédition contre les citoyens américains. Comment répondez-vous à ces frais ? Je veux un avocat, dit désespérément Sabrina.
J'ai des droits en vertu de la Constitution. Vous avez perdu ces droits lorsque vous avez déclaré la guerre aux anciens combattants américains, a répondu Isaac Adams. Les combattants ennemis ne reçoivent pas d'avocat. Marcus a observé les procédures avec satisfaction. Ses anciens coéquipiers suivaient des protocoles établis pour faire face à des objectifs de valeur en VLV qui ont constitué des menaces en cours pour la sécurité nationale. La structure formelle a permis de légitimer ce qui pourrait autrement apparaître comme une justice vigilante. L'accusé a refusé d'entrer s'il vous plaît. Lambert a annoncé sur la base de confessions enregistrées et de preuves physiques. Ce tribunal juge les deux accusés coupables de toutes les accusations. La condamnation commencera immédiatement. Attendez, Denny Adams a déclaré rapidement, panique, surmontant enfin sa formation de détective. Je peux fournir une intelligence supplémentaire. Non, emplacement, compte financier. Il y a plus dans cette opération que ce que nous vous avons dit. Lambert s'arrêta, compte tenu de l'offre. La valeur du renseignement l'emportait souvent sur la justice immédiate dans les opérations militaires. Quelles informations supplémentaires? Il y a un réseau, a déclaré Adam rapidement. Autres agents d'application de la loi dans différents États. Nous ne sommes pas la seule équipe à faire cela. Il y a une coordination au niveau fédéral. Marcus a ressenti la satisfaction du froid à mesure que l'étendue de leur découverte se développait. Ce qu'ils avaient découvert n'était pas seulement une entreprise criminelle locale, mais un complot plus large contre les vétérans américains. Les paramètres de la mission se sont développés, mais les ressources disponibles pour faire face à la menace. Combien d'autres? Demanda Lambert. Au moins 6 équipes que je connais, a répondu Adams. Portland, Denver, Atlanta, Dallas, Phoenix et Buffalo. Tous les anciens combattants avec des polices d'assurance substantielles ou des prestations de retraite. La révélation a tout changé. Ce n'était pas un incident isolé, mais une campagne systématique contre la communauté militaire américaine. L'expression de Lambert est passée des procédures judiciaires à la planification de combats alors qu'il traitait l'intelligence. Nous allons avoir besoin de plus de ressources, a-t-il dit tranquillement à Marcus. C'est plus grand qu'une opération locale. Marcus hocha la tête. Accord. Je vais contacter notre réseau. Nous avons des gens dans toutes ces villes qui peuvent gérer les opérations simultanées. Le tribunal avait découvert un environnement riche en cibles qui nécessitait une action immédiate. Mais d'abord, ils avaient besoin de terminer l'opération locale et d'extraire chaque élément d'intelligence que leurs prisonniers possédaient. L'interrogatoire était sur le point de devenir beaucoup plus intensif. Chapitre 8. Réseau exposé. La révélation d'un complot national a transformé l'opération de la vengeance personnelle à la mission de sécurité nationale. Lambert a immédiatement activé son équipement de communication, établissant un contact chiffré avec des réseaux de vétérans à travers le pays. Dans les 30 minutes, il confirmerait les décès suspects correspondant à la description d'Adam dans les civils mentionnés. C'est pire que nous pensions, a rapporté Grimley Lambert. Portland montre 11 décès de vétérans au cours des 2 dernières années, tous enquêtés par le même détective. Denver en a 15, tous avec des modèles similaires. Nous recherchons des centaines de meurtres potentiellement. Marcus a ressenti la rage froide qu'il avait soutenue à travers les pires missions de combat. Il ne s'agissait pas seulement de sa trahison personnelle. Ces prédateurs avaient systématiquement exterminé les héros américains à but lucratif. La portée exigeait une réponse proportionnelle. Monsieur, Isaac Adams a annoncé depuis sa station de surveillance. J'intercepte les communications cryptées de la région de Seattle. Quelqu'un essaie de contacter le détective Adams au sujet de l'opération de ce soir. Lambert a fait un geste pour que les communications soient acheminées par des conférenciers afin que tout le monde puisse entendre. Une voix avec un léger accent, probablement Kirk Ballard, laissait des messages vocaux de plus en plus frénétiques. Denny, où diable es-tu? Le contact de Portland indique que leur opération a été compromise ce soir. Le FBI pose des questions sur les schémas de mort des anciens combattants. Nous devons activer immédiatement les protocoles d'extraction. Les messages ont confirmé que le complot s'étendait au-delà du meurtre à but lucratif. Ces personnes avaient établi des procédures de sécurité opérationnelle et des plans d'urgence suggérant une organisation et un financement important. Il y a plus, a poursuivi Isaac, surveillant les fréquences supplémentaires. Je détecte des communications similaires à Atlanta et à Phoenix. Quelqu'un coordonne une réponse nationale aux événements de ce soir.
Marcus s'est rendu compte qu'ils étaient tombés sur une plus grande opération de renseignement. Les meurtres vétérans généraient des données collectées par des entités inconnues, peut-être des services de renseignement étrangers identifiant et éliminant le personnel militaire américain formé. Cela pourrait être le niveau de sécurité nationale, a-t-il dit tranquillement à Lambert. Nous devons contacter les sources gouvernementales. Négatif, a répondu Lambert fermement. Adams a prouvé que les forces de l'ordre fédéral sont compromises. Nous gérons cela par les canaux militaires uniquement. Comme convoqué par leur conversation, Denny Adams a commencé à parler rapidement. Vous ne comprenez pas l'image complète. Il ne s'agit pas seulement de l'argent de l'assurance. Nous collectons des renseignements sur les capacités des vétérans et éliminons les cibles de valeur en V-haute. Expliquez, a demandé Lambert. L'opération est financée par des sources à l'étranger, Adams a désespérément continué. Intelligence chinoise spécifiquement. Il paie des tarifs premium pour des informations détaillées sur les anciens combattants des opérations spéciales vivant dans des zones isolées. La révélation a envoyé des vagues de choc dans l'équipe réunie. Les ennemis étrangers identifiaient et éliminaient systématiquement le personnel des opérations spéciales américaines sur le sol intérieur. Cela représentait un acte de guerre déguisé en activité criminelle. Depuis combien de temps cela fonctionne-t-il? Demanda Marcus. 3 ans que je connais, a répondu Adams. Mais le recrutement a commencé plus tôt. Ils ont approché des agents corrompus de l'application des lois ayant accès aux bases de données vétérans et offraient des paiements substantiels pour des renseignements spécifiques. Quel genre d'intelligence? Tout. Les dossiers de service, les adresses actuelles, la situation financière, les situations familiales, les conditions médicales et les capacités tactiques. Ils voulaient des profils complets sur chaque vétéran des opérations spéciales dans les zones ciblées. Rex Chan a parlé pour toute l'équipe. Ils construisent des listes cibles pour les opérations futures. Les implications étaient terrifiantes. Les services de renseignement étrangers ne faisaient pas que tuer des anciens combattants. Ils éliminaient les chefs de résistance potentiels en préparation de conflits futurs. Chaque décès a réduit la capacité de l'Amérique à répondre aux menaces domestiques. Nous avons besoin de ces bases de données, a déclaré Lambert. Image complète de l'intelligence sur leurs activités de collecte. Adams hocha la tête avec impatience. Je peux fournir des codes d'accès et des coordonnées. Tout est stocké sur des serveurs cryptés à Seattle. Qu'en est-il des contacts à l'étranger? Demanda Marcus. Manipulés à travers les intermédiaires. Sabrina a parlé pour la première fois en 1 heure. Nous n'avons jamais eu de contact direct avec les renseignements étrangers. Tout est passé par des citoyens américains qui prétendaient être des enquêteurs privés ou des spécialistes de la fraude à l'assurance. Non, a demandé Lambert. Pendant les 2 heures suivantes, Adams et Sabrina ont fourni des renseignements détaillés sur leurs gestionnaires, leurs protocoles de communication et leurs procédures opérationnelles. Le réseau était massif. Des centaines d'agents de l'application des lois corrompues, des enquêteurs privés et des entrepreneurs criminels travaillant à éliminer systématiquement les vétérans militaires américains. Les Chinois paient des bonus pour le personnel des opérations spéciales, a révélé Adams. Marine Recon, Navy SEAL, Rangers de l'armée, opérations spéciales de l'Air Force. Toute personne ayant une formation de haut niveau vaut des taux premium. Marcus a compris la logique stratégique. Les ennemis étrangers ont reconnu que les vétérans américains formés représentaient la plus grande menace pour les forces d'occupation ou d'invasion. Les éliminer de manière préventive réduirait considérablement les capacités de résistance. Combien de vétérans ont été tués à l'échelle nationale? Demanda Lambert. Je ne connais pas le numéro exact. Adams a admis. Mais notre équipe à elle seule a éliminé plus de 40 personnes en 3 ans. Si les 6 équipes maintenaient une productivité similaire, Rex Chan a rapidement fait les mathématiques. Plus de 200 victimes ont confirmé, potentiellement bien d'autres si des équipes supplémentaires existent. La portée exigeait une action immédiate. Chaque heure de retard signifiait que plus d'anciens combattants mouraient tandis que les ennemis étrangers ont recueilli des informations sur les cibles restantes. La mission s'était étendue au-delà de la justice locale à la défense nationale. Nous activons le réseau, a annoncé Lambert, se référant à l'organisation informelle des anciens combattants des opérations spéciales qui ont maintenu le contact à travers le pays. Opération complète du spectre dans toutes les villes cibles simultanément. Et ces deux-là? Demanda Marcus, faisant un geste vers leurs prisonniers. Lambert a soigneusement examiné la question.
Adams et Sabrina possédaient des renseignements critiques, mais ils représentaient également des risques de sécurité continue. Leur connaissance de l'opération plus large en a rendu des actifs précieux, mais leur volonté de trahir les intérêts américains les rendait peu fiables. Ils ont fourni une intelligence utile, a déclaré enfin Lambert. Mais leurs combattants ennemis qui ont commis des actes de guerre contre les citoyens américains. La justice militaire s'applique. La déclaration officielle a porté le poids de la prise de décision du champ de bataille. Ces gens avaient perdu leur vie grâce à leurs actions contre les anciens combattants américains. Aucune autre délibération n'était requise. Mais Marcus avait une dernière phase de sa vengeance personnelle à terminer avant le début de l'opération plus grande. Sabrina et Adams avaient tenté de le détruire personnellement, et il avait l'intention de s'assurer qu'il comprenait les conséquences de leur trahison. La phase d'exécution était sur le point de commencer, mais il voulait d'abord qu'il éprouve la même crainte que leurs victimes avaient ressentie dans leurs derniers instants. Chapitre 9. Justice rendue. Alors que Dawn s'approchait des montagnes du Montana, Marcus se tenait devant son équipe assemblée et les deux personnes qui avaient tenté de détruire sa vie. Les révélations de la nuit avaient transformé sa vengeance personnelle en une question de sécurité nationale. Mais il a refusé de laisser la mission plus large éclipser la trahison intime qu'il avait subie. Sabrina, dit-il tranquillement, sa voix portant le poids de 5 ans de mariage et de confiance. Vous avez partagé mon lit, mangé à ma table et laissez-moi croire que vous m'aimiez. Tout en planifiant mon meurtre. Elle leva les yeux vers les larmes coulant sur son visage. La belle femme qui avait promis une fois de l'honorer et de le chérir a maintenant révélé comme un prédateur qui l'a ciblé pour assassinat. Marcus, je t'aimais, murmura-t-elle. Au début, c'était censé être juste un autre travail, mais je suis tombé amoureux de toi pour de vrai. J'ai essayé de l'annuler, mais Denny a dit qu'il était trop tard pour reculer. Liard. Répondit Marcus froidement. Vous avez enregistré nos conversations intimes pour recueillir des renseignements sur mon service militaire. Vous avez cartographié mes routines quotidiennes et identifié mes vulnérabilités. Tu ne m'aimais jamais. Vous m'avez étudié comme une cible. Adams est resté silencieux, reconnaissant que son sort était scellé, peu importe ce qu'il a dit. La formation des détectives de l'application des lois lui avait appris à reconnaître les situations tactiques sans espoir, et cela s'est complètement qualifié. Lambert s'est approché de Marcus avec le portage formel d'un commandant qui a donné des ordres finaux. Le réseau est activé. Les équipes se déplacent contre les cibles dans les civils. Seattle, Portland, Denver, Atlanta, Dallas et Phoenix. Les opérations commenceront à 0600 heure locale. Marcus a hoché la tête. Partout au pays, des équipes de vétérans se préparaient à éliminer les traîtres qui avaient assassiné leurs frères en armes. La réponse serait rapide, coordonnée et totalement impitoyable. Qu'en est-il des connexions à l'étranger? Marcus a demandé, la division des activités spéciales gère cet aspect, a répondu Lambert, se référant aux unités opérationnelles les plus classifiées de l'armée. Les agents du renseignement chinois impliqués dans cette opération recevront des réponses appropriées par le biais de canaux diplomatiques. La langue bureaucratique a caché la réalité que les agents du renseignement étranger sur le sol américain disparaîtraient simplement. Leur mort est attribuée à des accidents ou à des activités criminelles. L'armée américaine n'a pas toléré les ennemis étrangers ciblant les vétérans américains. Sir Rex Chan a rapporté, nous avons la confirmation de toutes les villes cibles. Les opérations sont vertes à tous les niveaux. Les victimes ennemies estimées dépasseront 300 personnes d'ici la fin de la journée. Marcus a ressenti une satisfaction à l'étendue de la réponse. Les prédateurs qui ont ciblé les anciens combattants américains seraient éliminés systématiquement, leur réseau a complètement démantelé, mais sa mission personnelle nécessitait une résolution plus intime. Denny Adams Marcus a annoncé officiellement, vous avez corrompu votre serment en tant qu'officier chargé de l'application des lois pour trahir les citoyens que vous avez jurés pour protéger. Vous avez spécifiquement ciblé les anciens combattants américains, tournant votre autorité contre les personnes qui ont défendu votre liberté. Marcus, écoute. Dit désespérément Adam. Je peux toujours fournir de l'intelligence. Il y a des comptes offshore, des contacts supplémentaires, des détails opérationnels que vous n'avez pas encore découverts. La phase de collecte de renseignements est terminée, a intervenu Lambert. L'analyse électronique des communications a fourni des données suffisantes pour les opérations à l'échelle du réseau. Des informations supplémentaires ne sont plus nécessaires. Isaac Adams avait passé la nuit à pénétrer tous les dispositifs électroniques que les conspirateurs possédaient, extrait les téraoctets de données qui ont révélé toute la portée de leur
Activité trahison. Records bancaires, journaux de communication, listes cibles et procédures opérationnelles. Tout a besoin pour démanteler leur réseau en permanence. Sabrina Brown Marcus a poursuivi, vous avez utilisé l'institution sacrée du mariage comme une arme pour détruire des innocents. Vous avez violé les liens humains les plus fondamentaux pour faciliter le meurtre de masse. Elle a sangloté de façon incontrôlable maintenant, comprenant enfin que ces tactiques de charme et de manipulation n'avaient pas de pouvoir sur les hommes qui avaient vu le mal dans les zones de combat dans le monde. De trahison, de meurtre et de complot contre les États-Unis d'Amérique. La peine et la mort pour être effectuées immédiatement. Attendez, Sabrina a plaidé désespérément. Je suis enceinte. Vous ne pouvez pas tuer un bébé à naître pour mes crimes. Marcus a ressenti une hésitation momentanée avant que Rex Chan ne parle tranquillement. Mamam, un examen médical a été conduit lors du traitement. Complètement. Lambert a fait un geste vers l'équipe réunie, qui a levé ses armes avec une précision militaire. Adams et Sabrina ont fait face à leur bourreau avec la dignité qu'ils ont niée à leurs victimes. Des mots finaux ? Demanda Lambert officiellement. Adams est resté silencieux, mais Sabrina regarda directement Marcus. Je t'aimais, dit-elle doucement. C'est la seule vraie chose que je vous ai jamais dit. Alors tu aurais dû agir comme ça, répondit Marcus. La volée de coups de feu résonna à travers la vallée de la montagne, mettant fin à la vie de 2 personnes qui ont déclaré la guerre aux vétérans américains. Leurs corps sont tombés les uns à côté de l'autre dans la clairière où ils s'attendaient à célébrer la mort de Marcus. Alors que l'équipe commençait les opérations de nettoyage, Marcus a ressenti le vide familier qui a suivi les missions de combat. La justice avait été rendue, mais la victoire n'a jamais ramené les morts ni restauré ce qui avait été perdu. Sir Isaac Adams a rapporté, les opérations à l'échelle nationale sont complètes. Réseau éliminé. Connexion à l'étranger coupée. Base de données détruite. Menace neutralisée. Lambert acquiesça. Comprend la nécessité absolue d'éliminer les traits. C'est toujours ma maison. Lambert hocha la tête. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez comment nous atteindre. Alors que son équipe disparaissait dans la forêt, Marcus était seul avec ses pensées et ses ennemis morts. Le soleil se levait sur les montagnes, illuminait un monde où les vétérans américains étaient plus sûrs à cause du travail de la nuit. Il avait perdu quelque chose. La connaissance qu'il était toujours marine, toujours prêt à tuer les ennemis de l'Amérique, peu importe où ils sont apparus.